Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour la deuxième rencontre du prix littéraire Première. Je vous demanderai tout d'abord d'éteindre vos micros et vos caméras parce que nous enregistrons la rencontre. Donc, ça veut dire que si vous n'éteignez pas votre caméra, on vous verra aussi certainement pendant l'enregistrement. Euh, je salue nos invités de ce soir au nom de toute l'équipe qui organise le prix Première. Donc, je salue l'autrice Julia Carninon, la traductrice Anna Van Lack, le professeur Dr Niklas Bender qui modérera cette rencontre. Euh, Comment je peux, Vas-y, excuse-moi, continue. comment je peux enlever le son là? Eh ben, tu baisses. Maman, surtout tu te mets. good. Euh, et donc, moi, je suis Ariane Bettetovant, je suis la directrice de l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen. Je voulais vous dire quelques mots sur le prix Première. Il s'agit de donc la seconde édition cette année. Elle récompense cette seconde édition un duo auteur-traducteur ou autrice-traductrice pour le livre d'un auteur traduit pour la première fois en allemand. Chaque année, 1000 livres sont traduits vers l'allemand, du français vers l'allemand, dont 250 romans. Parmi ces romans, une petite trentaine de ces nouvelles voix, euh, parmi lesquelles un jury constitué de l'équipe de l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen, du bureau du livre de l'Institut français d'Allemagne, de l'Association des amis de l'Institut de Tübingen et de la journaliste Sigrid Brinkmann, ont déterminé la shortlist. Donc, la shortlist, c'est trois romans avec trois auteurs et trois traducteurs, qui sont Pascal Janov-Jacques et Lydia Dimitrov pour le Zoo de Rome, que nous avons déjà reçu le mois dernier. Aujourd'hui, donc, Julia Caninon et Anna Van Lack, et pour Liv Maria, et le dernier duo, Antoine Vauters et Paul Sourzac, que nous accueillerons le 17 mars pour le livre Pense aux pierres sous tes pas. Vous êtes invité, cher public, à voter pour votre livre préféré, que vous le lisiez dans la version originale ou dans sa traduction. Vous pouvez voter directement sur le site de l'Institut français. La rencontre se déroule sur 1 heure et demie ce soir. Euh, Elle est animée donc par Niklas Bender. Nous vous invitons à poser des questions tout au long de la rencontre sur le chat ou en prenant la parole à la fin de la discussion. À présent, je laisse la parole à Niklas Bender, qui est professeur associé à l'Université de Tübingen et professeur invité à l'Université de Hambourg. Son domaine de recherche est la littérature française et italienne, avec un accent particulier sur l'œuvre littéraire de Flaubert, le comique, la représentation du roi Saoul et le rôle de la lecture à l'époque contemporaine. Voilà, je vous remercie. Oui, mes remerciements également. Also vielen Dank. Ich begrüße Sie jetzt auch sehr herzlich zu diesem Abend. Zunächst nochmal die praktischen Hinweise, die Frau Batutovan gesagt hatte. Die Sendung hier wird, oder der Abend, die Moderation wird aufgezeichnet. Wir bitten Sie, das Mikrofon auszuschalten, weil es sonst Interferenzen gibt. Und auch die Kamera, wenn Sie nicht bei der ganzen Aufzeichnung sozusagen mitgefilmt werden möchten. Es gibt aber später dann die Möglichkeit, die Kamera und das Mikrofon zu benutzen, nämlich am Ende der Diskussion oder der Lesung wird die Diskussion erweitert und da können Sie sich dann gerne direkt auch zu Wort melden. Vorher geht es schon per Chat. Frau Batutovan, die Direktorin des Institut Franco-Allemand von Tübingen, hat den Rahmen des heutigen Abends nochmal in Erinnerung gerufen. Das ist der Premiere-Preis, zum ersten Mal auf Deutsch. Ja, das ist ein besonderer Preis, der eine erste Übersetzung ins Deutsche eines französischen Autors, einer französischen Autorin prämiert. Es wurde von einer Longlist mit 20 Titeln eine Vorauswahl getroffen. Und die drei Finalisten, oder besser gesagt Finalistenpaare, stehen dann zu ihrer Abstimmung bereit, und zwar bis zum 31. März. Der Abstimmungsort ist im Internet. Das können Sie dem Chat entnehmen, die Adresse, wo Sie da Ihre Meinung, Ihr Votum abgeben können. Wie gesagt, bis zum 31. März und am 3. Juni wird dann der Gewinner, die Gewinnerin oder beziehungsweise das Gewinnerpaar bekannt gegeben.
Einer dieser Romane wurde jetzt schon live vorgestellt, der nächste wird es im März. Heute Abend haben wir die Freude, Julia Kerninon mit Liv Maria, beziehungsweise Du wirst es mir niemals sagen, zu hören. Das ist ein Roman, der bei L'Iconoclaste in Frankreich veröffentlicht wurde und beim Karl Blessing Verlag in Deutschland. Sie sehen die beiden Bücher. Ne? Gar nicht dieselbe Umschlaggestaltung, da können wir nachher aber auch mal drüber sprechen. Ja. Ich freue mich jetzt zunächst mal auch von meiner Seite die Autorin begrüßen zu können. Bonsoir à Nantes, bonsoir Julia Kerninon. Bienvenue. Normalerweise könnte ich jetzt fragen, avez-vous fait bon voyage? Ich fürchte, das ist heute Abend im Corona-Zusammenhang nicht möglich. Ich möchte Ihnen kurz Julia Kerninon vorstellen. Je vais vous présenter brièvement l'auteur. Julia Kerninon ist 1987 in Nantes geboren, hat in Paris studiert und ihren ersten Roman Buvard, une biographie de Caroline Hens-Bassec 2014 veröffentlicht. Das war der erste Roman. Sie war damals 27 Jahre alt und hat mehrere Preise dafür bekommen. Sie hat seitdem 4 Romane veröffentlicht und der letzte ist eben Liv Maria, du wirst es mir niemals sagen. Das ist der erste der Romane allerdings von Julia Kerninon, der auf Deutsch übersetzt wurde und darum dann jetzt auch für den Premierepreis nominiert wurde. Er wurde übersetzt und bei der Gelegenheit dann auch Guten Abend, Hannah van Laak, die Übersetzerin von Julia Kerninon. Donc, je vais brièvement résumer. Ich muss kurz übersetzen, damit auch Julia der Sache folgen kann. Je vous ai brièvement présenté au niveau de la biographie et j'ai donc mentionné les autres romans que vous avez publiés et que c'est votre premier roman en allemand. Et j'aimerais bien commencer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'est la particularité de Liv Maria? Quel statut donnez-vous à ce roman? En général, qu'est-ce qui se passe? Quel est le sujet? Quelle est sa place dans votre œuvre? Also meine Frage, was macht Ihren Roman aus? Was passiert da drin? Was ist das Thema? Und welchen Platz hatte der Roman in Ihrem ja nun schon vorhandenen Œuvre? Denn es ist ja der 5. Roman. Julia. Ça marche si je fais ça. Bonjour, bonjour. Liv Maria, pour moi, ça a été particulier parce que c'est le premier livre que j'ai écrit dont je connaissais l'histoire à l'avance. En fait, il y a des écrivains qui aiment les péripéties, qui aiment les aventures, qui aiment raconter des histoires, et puis il y a des écrivains qui aiment les mots. Et moi, je fais plutôt partie des écrivains qui aiment les mots. Je préfère James Joyce à Alexandre Dumas, en gros. Et donc, en général, j'écris mes livres pour le plaisir d'écrire des phrases, et puis ensuite, je me dis « Oh mon Dieu, de quoi est-ce qu'il parle, ce livre ?» Alors qu'avec Liv Maria, l'idée du secret qui est au cœur du livre, eh ben, je l'ai eu tout de suite. Et ça a complètement changé ma façon d'écrire. Also ich werde, wie das jetzt den ganzen Abend meine Rolle sein wird, eben auch etwas Übersetzer spielen und ich resümiere kurz, was Julia uns gesagt hat. Die Besonderheit von Liv Maria ist, dass sie die Geschichte vorab schon gekannt hat. Grob gesagt gibt es 2 Arten von Schriftstellern, diejenigen, die die Worte lieben und diejenigen, die die Geschichten lieben. Eigentlich gehört Julia Kerninon zur ersteren Sorte. In diesem Fall aber kannte sie schon die Geschichte vorweg und hat sich sozusagen dann nur noch an die Umsetzung gemacht. Ne? Ja, das ist eine sehr besondere Geschichte, die kann man ganz kurz resümieren. Wir haben in Liv Maria eine Heldin, die ihre bretonische Insel verlässt, die nach Berlin kommt, einen älteren Mann kennenlernt, mit ihm eine Affäre hat, auf Reisen geht, ein anderes Leben dort beginnt und dort einen anderen Mann kennenlernt. Und dann merkt sie, dass dieser andere Mann der Sohn des ersten Liebhabers ist, der mittlerweile verstorben ist, der seine Frau betrogen hat, dessen Familie nicht weiß, dass er damals mit ihr eine Affäre hatte. Eine große Reise durch die Welt, wo verschiedene Orte eine ganz große Rolle spielen, aber eben auch immer dieses Geheimnis, dass da ein anderer Mann ist. Ja? Ich würde jetzt gerne von Julia Kerninon wissen,
wie sie auf diese Geschichte gekommen ist, dass da dieses große Geheimnis eine Liebe von innen aushöhlt und in welchem Verhältnis das zu diesen vielen Bewegungen, diesen vielen Reisen steht und ja, wie sie auf diese komplizierte Konstellation gekommen ist. Julia, j'ai juste essayé de résumer brièvement l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a une jeune femme qui vit une enfance bretonne sur une île, qui va à Berlin, qui rencontre un homme plus âgé, elle a sa première relation d'amour avec lui. Elle retourne sur son île brièvement, elle fait des grands voyages, elle rencontre un autre homme qui s'avère être le fils du premier, qui n'a jamais rien dit à sa famille et bon, qui l'avait trompé en quelque sorte. Et maintenant, il y a cette femme qui se retrouve avec un terrible secret et un sacré imbroglio familial sur le dos. Et ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est cette relation entre une densité intérieure, un lourd secret, et les voyages dans l'espace très étendu, une géographie extrêmement vaste. Et la question plus générale, comment est-ce que vous avez eu cette idée-là de ce secret terrible? Voilà. Beaucoup de questions en très peu de phrases, je le sais, mais peut-être que vous pouvez juste nous faire découvrir un peu votre univers et l'univers de ce roman. Je crois que j'écris des livres qui tournent autour de mes obsessions, des questions que je me pose et des choses que je ne comprends pas. Et ce livre-là, d'une certaine façon, c'est le même genre de questions qu'il pose que l'histoire de Phèdre. Vous voyez l'histoire de Phèdre, Phèdre qui est amoureuse de son beau-fils, mais en même temps, c'est son beau-fils, c'est pas son fils, mais en même temps, on dirait un inceste, mais c'en est pas un. Et puis, ça serait plus logique qu'elle soit avec son beau-fils plutôt qu'avec son mari, parce que son mari, il a l'âge d'être son père. Moi, j'adore cette pièce, par exemple. Et donc, Livre Maria, je crois qu'en fait, j'avais envie d'interroger aussi ce que c'est que la famille, d'interroger. En fait, ça soulève la question du bien et du mal, parce que Livre Maria, quand elle commet ce qu'on peut considérer comme un péché, c'est-à-dire avoir une histoire d'amour avec deux hommes d'une même famille, c'est quand même très étrange. Quand elle commet ce péché, quand elle enclenche le début de ça, elle ne sait pas qu'elle est en train de commettre une erreur. Il va falloir des années pour que ce qu'elle a fait se révèle être un péché. Alors, est-ce qu'elle est coupable ou est-ce qu'elle n'est pas coupable? Est-ce qu'elle a mal fait? Et c'est la question qu'elle se pose pendant des années avant d'y répondre. Elle-même ne sait pas si elle doit s'en vouloir de ce qu'elle a fait ou si finalement c'est simplement arrivé. Merci. Ich versuche wieder zu übersetzen, was schwierig ist, weil das eine sehr dichte Antwort war. Also was Julia sehr interessiert, ist die Frage der Familie, ja, der Familienkonstellation. Sie hat als besonderes Beispiel jetzt Phèdre herangezogen, wo ja die Heldin sich in ihren Stiefsohn verliebt, und, also Hippolyt. Und die Frage ist das jetzt in Form von Inzest oder nicht? Und wo sie dann von der Schuld zerfressen wird. Dahinter steht eigentlich im weiteren Sinne die Frage, was ist überhaupt eine Familie? Kann man ja schwer sagen, ist das jetzt ein Inzest, wenn es der Stiefsohn ist und so weiter. Eine ähnliche Frage stellt sich hier in diesem Roman. Und die Heldin dieses Romans hat diese Sünde, das sind die Worte von Julien, le péché, ja, hat sie begangen und fragt sich jetzt die ganze Zeit, war das jetzt ein Fehler, ein moralischer Fehler oder nicht? Und das ist letzten Endes das, was sie unterhöhlt, was sie psychologisch, wie soll man das sagen, was sie psychologisch ständig bearbeitet und wo sie letzten Endes an den Rand des Abgrunds gerät. Ich würde vorschlagen, wir fangen eigentlich direkt mal an, uns sowohl die Liebe als auch den Abgrund, der daraus entsteht, anzuschauen, vielleicht mit einer ersten Lektüre, dass wir ein bisschen Eindruck haben von den Figuren und von der Sprache, die dahinter stehen. Julia, est-ce qu'on commence avec une première lecture? Comme ça, les auditeurs auront une impression de quoi il s'agit plus précisément et ça nous donnera l'occasion d'entendre votre belle langue littéraire. Je vous donne alors la parole et vous serez donc suivi de Hannah van Laak. Nous sommes tout au début du roman, la rencontre entre Liv Maria et Fergus, donc son amant, elle a 17 ans, lui on en a la quarantaine, c'est son premier grand amour et donc la fatalité de sa vie en quelque sorte, mais qui se joue à 17 ans. Se retrouver à la fin du cours était devenu une habitude jour après jour. Après tout,
Ils avaient une grande chose en commun. Ils étaient loin de chez eux et ils étaient seuls. C'était d'abord ça qui les avait rapprochés, l'adolescente déracinée et le père de famille exilé le temps d'un été. Dès le départ, Fergus lui avait parlé la langue des livres, qui était une langue qu'elle connaissait, et cette langue commune avait aplani leurs autres différences. Un parfait étranger, il lui était pourtant apparu profondément familier, puisqu'il parlait des mots derrière les mots. C'était sa solitude qui l'hameçonnait, sa disponibilité, et aussi quelque chose qui avait à voir avec le fait de fréquenter un adulte pour la première fois, dans le sens de quelqu'un qui avait des histoires à raconter. Elle, elle n'avait pas encore d'histoire, ou bien elle n'avait pas encore appris à les raconter. C'était ce qu'elle pensait à l'époque. Avec Fergus, ça avait été comme d'ouvrir un coffre à trésors ou pousser une porte sur un monde plus riche, plus subtil. Tout ce qu'il avait à lui raconter était nouveau, et pourtant leur amour des langues leur offrait comme de petits ponts de cordes, légers, périlleux, qui leur permettaient de se rejoindre et de se toucher. Merci. Wir gehen gleich über zu der Deutschlesung. Das werden wir auch beim nächsten Mal so machen. On passe tout de suite à la version allemande. Es wird allerdings ein anderer Abschnitt sein, um ein bisschen Variation reinzubringen. Ganz in der Nähe. Ja, ich möchte gleich fortfahren. Tatsächlich ist der Zusammenhang zwischen den 2 Stellen wirklich ein sehr enger, inhaltlich, und wir werden gleich sehen, warum. Es war, als hätte er sie an einem festen Seil zu sich gezogen, als wäre seine Stimme eine Leine gewesen, mit der er sie buchstäblich geangelt und in seine Reichweite gebracht hatte, als wären seine Worte Köder aus Bronze gewesen, an denen sie ihrem Hunger nach Worten in der großen Stadt mit aufgerissenem Mund angebissen hatte. Tag für Tag war sie ihm geblendet von der Etymologie näher gekommen, hatte sich der Quelle seiner Worte genähert, bis sie sich danach sehnte, ihre Lippen auf die seinen zu legen, aus denen alles herauszusprudeln schien. Eines Tages hatte sie ihn plötzlich angesehen und überhaupt nicht mehr den älteren Mann gesehen, als der ihr am ersten Tag erschienen war. Er schien, als hätte sich diese Person, der Professor, die Autorität, der 40-Jährige, der Familienvater, wie ein Stück Würfelzucker in kochendem Wasser aufgelöst, um Platz zu machen für diesen Mann, dem sie so nahe kommen wollte, bis sie sich in seine Brusttasche einschmiegte, sich zwischen den durchgestrichenen Seiten seines kleinen Notizbuchs einnistete, näher, noch näher an all die sagenhaften Geschichten heran, in deren Besitz er war. Ja, das war ihr viel später klar geworden. Zu Beginn hatte sie nicht sein Herz begehrt, sondern sein Wissen, seine Erfahrung, den Reichtum seiner Erinnerung als erwachsener Mann. Voilà. Ja, vielen Dank, Hannah van Laak. Jetzt haben Sie, liebes Publikum, auch Hannah van Laak gleich gehört und gesehen, die ich sehr herzlich auch hier einführen möchte. Hannah van Laak, 1955 geboren, hat eigentlich zuerst Psychologie studiert in Paris und München und ist dann aber zum Übersetzen gekommen, aus dem Englischen und Französischen, und hat unter anderem Jean Ziegler und Corinne Mayer übersetzt und die Goncourt-Preisträgerin Lydie Salver. Und ganz wichtig, denke ich auch, im Rahmen der französischen MeToo-Debatte 2 große Bücher, nämlich Le Consentement, die Einwilligung von Vanessa Springora, ja, und La Familia Grande von Camille Kouchner. Ne? Das sind ja 2 wichtige Bücher hier gewesen, also in Frankreich in der MeToo-Debatte. Julia, juste pour vous et aussi pour les francophones du public, je viens de présenter Hannah van Laak, qui a fait des études de psychologie, qui après s'est mis à traduire de l'anglais et du français. Et donc, j'ai mentionné les auteurs qu'elle a traduits, Jean Ziegler, Corinne Mayer et surtout Lydie Salver. Puis dernièrement aussi 2 ouvrages très importants pour le débat MeToo en France, Springora, Le Consentement et La Familia Grande de Camille Kouchner. Voilà, en France, qu'on connaît très bien. Voilà. J'aimerais bien maintenant engager un peu le débat sur ce Paragraph et sa Traduction. Also ich würde jetzt gerne über diese Passage mit Ihnen sprechen und die Übersetzung. Vielleicht können Sie, Julia, kurz sagen, worauf es Ihnen in dieser Passage ankam und Hannah im Anschluss, wie es war, das zu übersetzen. Est-ce que, Julia, vous pourriez d'abord esquisser ce qui a été important pour vous quand vous avez écrit
ce passage et que, bon, et on continuera, on continuera en parlant de la traduction de Hannah Fanac qui nous dira quels étaient ces challenges dans la traduction de ce passage qu'on vient de lire. Voilà. Mais d'abord, à vous, Julia. Donc, on n'a pas lu le même passage, Anna et moi. On a lu deux passages différents, un en français, un en anglais. Allemand. Ouais, pardon. Oh là là, je suis désolée. Pardon. Moi, c'est un passage où, en gros, ce que je raconte à cet endroit-là, c'est j'explique comment est-ce qu'une fille de 17 ans qui vient de quitter son île pour des raisons assez tragiques, dont on n'a pas parlé, accepte, se laisse séduire par un homme plus âgé. Et l'explication, c'est que effectivement, ils ont une langue commune. Ils sont tous les deux déracinés à Berlin. Et Fergus, il connaît les langues, il connaît les langages. Et donc, leur histoire, elle commence sur une affaire de traduction, justement, ce qui rend la discussion de ce soir assez drôle. Mais mon idée, c'était de montrer comment est-ce qu'en fait, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, il est toujours question de traduction. Que même quand on a une langue commune avec quelqu'un, on passe son temps à dire « Ah, j'ai fait un lapsus » ou « C'est pas ça que je voulais dire » ou « Moi, quand je dis ce mot-là, c'est à ça que je pense ». On passe notre temps à ajuster notre langage pour se faire comprendre des autres. Et donc là, entre Liv Maria qui est française et Fergus qui est irlandais, ils ont carrément vraiment des langues différentes. Mais j'essayais de montrer comment est-ce qu'une histoire d'amour commence toujours par la construction de petits ponts qui nous permettent d'avoir vraiment accès à la personne qui est en face de nous. Ich versuche das zu resümieren. Die Begegnung ist emblematisch, weil es in doppeltem Sinne, weil es bei Begegnungen immer darum geht, zunächst mal eine gemeinsame Sprache zu finden, sich zu verstehen. Das kennzeichnet nach Julia alle menschlichen Begegnungen, wo man sich näher kommt. Wobei hier jetzt die Besonderheit ist, dass tatsächlich diese beiden Menschen erstmal sich sozusagen auch sprachlich annähern müssen. Denn unsere Heldin, Liv Maria, ist in Berlin angekommen und sie spricht halt das Englisch, das Fergus spricht, gar nicht richtig. Ne? Also das heißt, er verführt dieses 17-jährige Mädchen zunächst über die Sprache und die Frage ihr die Sprache beizubringen und die Frage der Übersetzung dabei. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, das hat Julia Caninon erwähnt, sind die tragischen Umstände, les circonstances tragiques de son séjour à Berlin. On peut y revenir, justement, dans le contexte MeToo, c'est un peu ça. Mais voilà. Also das wäre das, was Julia uns jetzt zu dieser Begegnung zwischen diesem sehr ungleichen Paar, dem 17-jährigen Mädchen und dem 40-jährigen Mann, dem Professor, sagen wollte. Jetzt wäre interessant, was sagt die Übersetzerin dazu? Die Übersetzerin hat sich sehr, sehr über diese Stelle gefreut, weil ich finde, dass darin ein zentrales Moment dieses Buchs auf den Punkt gebracht wird, nämlich die unglaubliche Wichtigkeit der Sprache. Die beiden, Fergus führt ja nicht nur Liv Maria überhaupt ins Englische ein, er bringt ihr alle möglichen Finessen bei. Er nähert sich ihr wirklich an über die Sprache, auch über die, wie sie sich über Deutsch dann verständigen und so weiter. Also die Sprache hat in diesem Buch einen unglaublich hohen Stellenwert. Das kommt auch vorher schon mal irgendwie zum Ausdruck, zum Beispiel als ihr Vater lange Exkurse hält über den Zusammenhang zwischen den Wörtern Buch und Buche im Norwegischen, im Deutschen, im Englischen, in allen möglichen Sprachen. Ja. Ich möchte eigentlich fast sagen, ich finde, in diesem Buch ist geradezu eine Verliebtheit in die Sprache zu spüren und die hat mir unglaublich gut gefallen. Alors, le passage semble très, très important à Hannah Fanac parce qu'elle dit que cette introduction à une langue étrangère souligne l'importance générale de la langue dans le livre, qui est un livre qui parle énormément de la langue. Là, il ne s'agit pas simplement d'apprendre une langue sur un niveau technique, mais d'en connaître les finesses, les tours, de faire vraiment un apprentissage approfondie. Et cela renvoie à l'amour de la langue qui traverse le livre entier,
qui, selon la très belle formule de Hannah, est un livre qui est amoureux de la langue, en fait, qui est un livre qui exprime un amour, pas seulement de la littérature, qui est très sensible, hein, il y a beaucoup de références littéraires, mais vraiment de la langue en tant que telle. Ich würde gerne noch auf die Frage eingehen, wie sind die hierher gekommen und was bedeutet das, diese zwei Verliebten? Julia hat es angedeutet, sie hat ihre Insel, also Liv Maria, die junge Heldin mit 17, was verschlägt sie von einer bretonischen Insel nach Berlin? Wir sind übrigens im Jahr 1987, das vor dem Fall der Mauer. Berlin ist auch eine Insel gewissermaßen. Und diese neue Inselkonstellation kommt aus der alten, denn Liv Maria musste die Insel verlassen, weil ein Mann versucht hat, sie zu vergewaltigen. Und das trägt jetzt zu ihrer Einsamkeit hierbei. Offensichtlich spielt diese Einsamkeit immer wieder eine große Rolle. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich nochmal gerne nachhaken möchte, warum man hier immer wieder stark den Eindruck hat, dass es im Grunde einsame Menschen sind, die wir treffen. Julia, j'ai juste contextualisé que Liv Maria a dû quitter l'île suite à une tentative de viol et qu'elle se retrouve donc seule à Berlin, qui à l'époque est aussi une sorte d'île, n'est-ce pas, en RDA. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé dans votre livre, c'est qu'on a l'impression qu'on rencontre beaucoup de personnes solitaires au fond, qui mènent eux-mêmes une existence un peu insulaire. Et voilà, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à chercher ces individus un peu isolés comme ça? Voilà. Ça, c'est embarrassant parce que dans les livres, il y a les choses, enfin en tout cas pour moi, dans les livres, il y a les choses que je décide de mettre, les choses que je réfléchis, les choses que je fais de façon intellectuelle, et puis il y a évidemment tout ce qui m'échappe. Et moi, je suis à beaucoup d'égards une personne assez solitaire. Quand je vois des gens, je veux toujours les voir une par une personne. Je déteste quand il y a plusieurs personnes en même temps parce que j'arrive pas à avoir une conversation. Sauf dans les dîners, je fais semblant. Mais sinon, c'est très perturbant pour moi quand il y a plus d'une personne. Et donc, je pense, si on lit tous mes livres, les gens sont toujours comme ça. En fait, c'est comme si j'avais du mal à raconter la vie autrement parce que c'est comme ça que je la vois. Il y a souvent assez peu de personnages dans mes livres. Liv Maria, c'est mon livre où il y a le plus de personnages. Mais généralement, j'écris des livres où il y a deux personnages qui se parlent tous les deux comme ça pendant tout le livre. Donc, je pense que c'est la partie de moi que j'arrive pas à retenir quand j'écris. Je vois la vie à travers un œil solitaire. Die Autorin betont jetzt, dass das anscheinend ihrer eigenen Weltsicht entspricht, also dass sie selbst jemand ist, der immer privilegierte Zweierbeziehungen hat, der eigentlich die Menschen immer jeweils einzeln wahrnimmt. Das heißt, sich auch in Gesellschaft gar nicht so wohlfühlt, dann einfach nur sozusagen das soziale Spiel spielt, aber nicht unbedingt da sich am wohlsten fühlt. Sie sieht die Menschen im Grunde tatsächlich selbst sozusagen auf die Art und Weise isoliert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen solche Menschen zueinander dann? Und da ist das, was hier uns gezeigt wurde, eine relativ starke Verführungsmetapher. Denn der gute Fergus, der fängt die Kleine. Ja? Also es wird ja gesagt, er ködert sie, er zieht sie mit einem Seil heran. Also da haben wir weiter diese Angelmetaphorik. Das ist doch, klingt jetzt so erstmal ganz harmlos, wenn man drüber nachdenkt, dann doch brutal. Julia, comment ces individus peuvent se rencontrer? Les métaphores que vous utilisez dans ce livre sont à première vue un peu anodines, mais finalement assez brutales parce qu'en fait, il l'hameçonnait, il a tiré vers elle comme avec un fil en quelque sorte. Donc on a l'impression que voilà, lui, c'est le pêcheur qui attrape le poisson. La relation se crée dans une certaine brutalité. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette façon d'entrer en contact amoureux entre les deux? Même si mon livre met en scène, en tout cas dans une partie du livre, une histoire d'amour entre une très jeune fille et un professeur plus âgé qu'elle, il faut être clair sur le fait que j'écris pas un livre sur, c'est pas un livre sur je sais pas moi, sur le harcèlement sexuel, ou c'est pas du tout ça mon sujet.
parce que c'est assez courant que des jeunes filles, femmes tombent amoureuses d'hommes plus vieux, qui sont souvent leurs professeurs. Il y a une attirance mutuelle à cet endroit-là, je trouve, ça se produit souvent. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est un rapport de domination, parce que Liv Maria tombe amoureuse de son professeur, c'est une chose assez anodine, mais qu'un professeur qui, lui, a une connaissance beaucoup plus vaste du monde, non pas parce qu'il est professeur, mais parce qu'il est plus âgé et qu'il sait comment ça se passe, se lance dans une histoire comme ça pose davantage question. Et de fait, Liv Maria, à la fin du livre, quand elle va repenser à cette histoire, et elle sera elle-même devenue plus âgée, et elle va voir des choses qui lui ont échappé à l'époque. Donc effectivement, c'est pas du tout la même chose qui se passe. Et quand on regarde de près, on voit que Fergus, qui pour moi est à beaucoup d'égards un personnage assez innocent pourtant, hein, c'est un hédoniste, donc il suit son bon plaisir, c'est pas quelqu'un de calculateur, mais on voit dans cette scène, dans la serre, comment est-ce qu'il l'a fait avancer jusqu'à une serre qui est un endroit clos, mais qui est aussi un endroit chaud. Et il l'emmène dans cet endroit-là, et il la pousse à la fois avec ses gestes, ses mots, jusqu'à jusqu'à la coincer. Effectivement, c'est une forme de chasse ou de pêche, ce qu'il fait. Il l'encercle, il la bloque dans un coin, et c'est comme ça qu'il la séduit. La séduction, c'est aussi souvent de la préhension. Donc, oui, c'est comme ça qu'il va provoquer cette histoire entre eux. Merci pour cette longue réponse. Je vais essayer de faire de mon mieux. Non, c'est très bien, Julien, c'est super. Non, voilà, on est là, hein, c'est comme ça. Also, Julia hat, wie Sie hören, eine detaillierte Antwort auf meine Frage gegeben. Es geht ihr darum, also es geht ihr zunächst mal nicht darum zu sagen, dass wir es hier mit irgendeiner Form von sexueller Belästigung zu tun haben. Das ist eindeutig eine Verführungsszene, die relativ normal ist. Es passiert häufig, dass zwischen einem Dozenten und einer jüngeren Frau eine Liebesbeziehung entsteht. Das hält Julia für normal. Bitte nehmen Sie das nicht für meine Worte als Universitätsdozent. Das ist der Gang der Dinge, meint sie. Allerdings ist unser Held hier, Fergus, dann doch jemand, der sehr gezielt die junge Frau in eine Situation bekommt, wo er sie letzten Endes in seine Arme ziehen kann. Also sie erwähnt da die Szene, wo er sie in einem Treibhaus direkt verführt, indem er mit ihr über ein Verbotsschild in einer ambivalenten Art und Weise spricht, die sie in dem Moment gar nicht versteht. Das ist eine Sache, die versteht Liv Maria allerdings viel später im Roman, dann als sie als reife Frau nochmal nach Berlin zurückkommt, viel besser. Ja, also sie wird später nochmal zurückkehren und dann begreifen, was da eigentlich wirklich damals passiert ist. Und das ist jetzt eine Sache, die ihr dann auffällt, dass diese Asymmetrie bestand und dass er sie dann doch bis zu einem gewissen Grad ausgenutzt hat. Meine Frage an die Übersetzerin, Hanna van Laak, wie war das wirklich genau dieses feine erotische Machtgefälle zu übersetzen? Haben Sie da ganz besonders auf Metaphorik geachtet? Auf welche Sprachnuancen muss man da achten? Was war da Ihre Erfahrung als Übersetzerin? Donc, ma question à la traductrice, quand on a une asymétrie telle, à quoi fait-on attention en tant que traductrice? Est-ce qu'il faut suivre de très près les métaphores davantage que dans une autre situation? Voilà. Ja, ich glaube, dass man da der Metaphorik der Autorin nicht mehr und genauer folgen muss als sonst auch. Und der Text ist ja sehr präzise und sehr detailliert. Und diese Szene in dem Gewächshaus, da wiederum ist ja auch das Bemerkenswerte, dass es wieder über die Sprache läuft auch. Nicht nur, dass es erst drängt er sie real, ganz plastisch in diese Ecke. Und dann verläuft aber eigentlich die Verführung läuft wieder über die Sprache, diesmal über das Deutsche. Und es endet ja in der Frage von ihr, was steht auf diesem Schild? Und da steht dann nichts anderes und ausgerechnet berühren verboten. Das ist so ein toller Punkt, wo das kulminiert, ja, dass die Sprache eigentlich Mittel der Verführung ist und gleichzeitig ja eigentlich das Gegenteil aussagt. Aber vom Übersetzen her, das gilt eigentlich generell für das Buch. Das Buch ist unglaublich präzise in seinem Ton und es hat eine sehr genaue Wortwahl auch. Und eigentlich muss man ihr nur immer sehr genau folgen. Es ist ein Buch, wo man sich
wenig aus den Fingern saugen muss, um es mal so zu sagen. Es ist wahnsinnig genau und detailliert und fein auch oft in den Vorgaben. Man muss sie finden. Das ist alles. Wenn es mal so einfach wäre. Ja, ich weiß, aber Ja, schön. Also, je vais brièvement traduire également. Donc, votre souci était de rendre au plus près un propos qui était déjà très, très précis dans toutes ces expressions, puisque le livre lui-même est formulé d'une façon extrêmement précise. Donc, de ce point de vue-là, les passages qu'on a lus, tout comme les livres en général, ne méritent aucune inventivité. Il suffit de se laisser guider par les mots, les phrases qui sont très précises. Et puis, Anna a précisé aussi le contexte du passage, n'est-ce pas, avec l'inscription en allemand qui dit, le lieu de la traduction, n'est-ce pas, qui dit qu'il est interdit de toucher et qui finalement est utilisé pour faire le contraire, au fond. Donc, voilà. Est-ce que vous avez écrit, Julia Carninon ist auch Übersetzerin, darum jetzt die Frage, ob sie schon überhaupt an Übersetzer gedacht hat, als sie das selbst geschrieben hat. Denn sie übersetzt viel aus dem Englischen ins Französische. Das ist ihr zweiter Job sozusagen. Sie ist ausgebildete Amerikanistin, hat eine Doktorarbeit geschrieben über The Paris Review und kennt sich also sehr gut aus in allen Schwierigkeiten des Übersetzens. Julia, je viens juste de dire votre deuxième profession, mentionner votre deuxième profession. Vous êtes américaniste, vous avez fait des études, vous avez travaillé un sujet de thèse sur The Paris Review, si je ne me trompe pas. Et est-ce que vous pensez à votre propre traduction quand vous écrivez? Non, non, je pense pas à ça. Non, j'y pense pas. J'ai pas eu tant que ça de traduction. J'en ai de plus en plus avec les années là, mais pendant longtemps il n'y en avait pas. Quand c'est une traduction en anglais, je la relis parce que c'est la seule langue que je suis capable de relire. Mais c'est vrai que c'est une expérience étrange parce que moi je travaille aussi comme traductrice. Donc l'année dernière, j'écrivais à des auteurs que je traduisais pour vérifier que j'avais pas fait d'erreur et je recevais des messages de mes traducteurs à moi pour vérifier que tout se passait bien. Et c'est, je pense que c'est pas hyper courant de se trouver au milieu des deux côtés. Mais non, je pense pas à ça quand j'écris. Mais c'est aussi le fait de faire moi-même de la traduction, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur le fait d'être traduite. Vous voyez ce que je veux dire? Une question qu'on pourrait poser sur la traduction, par exemple, c'est est-ce que l'auteur a peur que son texte soit modifié, par exemple? Mais il va être modifié. Moi, je pense qu'un bon traducteur, c'est un traducteur qui fait correctement atterrir le texte dans la langue d'arrivée. Il ne faut pas être trop fidèle au texte de départ. Il faut en faire un bon texte dans la langue de la traduction. Et je ne doute pas qu'Anna ait fait ça. Also Julia hat eigentlich relativ spät dann wirklich intensiv erst übersetzt. Das hat sie jetzt in letzter Zeit viel gemacht, seit letztes Jahr mehrere Bücher übersetzt aus dem amerikanischen Englisch. Und ja, sie hat also schon längst selbst literarische Texte geschrieben, bevor sie übersetzt hat. Beim Schreiben selbst denkt sie nicht dran, hat sich dann aber doch in der seltsamen Situation wiedergefunden, dass sie in dem Moment, wo sie selbst übersetzt hat und an die Autoren geschrieben hat, um zu überprüfen, ob ihre Übersetzungen richtig sind, selbst Rückfragen von Übersetzern bekommen hat. Wobei sie nur im Englischen wirklich einschätzen kann, ob die Übersetzung gelungen ist, weil das die Sprache ist, die sie am besten beherrscht. Ich würde vorschlagen, wir gehen zu einer zweiten Passage über, dass wir noch ein bisschen was hören aus diesem schönen Buch. Und wir springen jetzt nämlich relativ weit gegen das Ende des Romans. Also wir hatten, wie gesagt, diese Liebe mit 17. Wir hatten eine lange Passage in Südamerika, wo Liv Maria eine harte Businessfrau wird, ja, die sich eine zweite Existenz aufbaut. Sie trifft dann den Sohn von Fergus, ohne zu wissen, dass er der Sohn von Fergus ist, und Flynn, und die beiden werden dann nach Irland zurückkehren und dort heiraten und zwei Söhne haben, ja, Gary und Colm. Und sie wird da dann die ganze Zeit eben in der
Erinnerung an Fergus sein und mit diesem Geheimnis im Hinterkopf, dass sie doch den Vater eigentlich als ersten Geliebten hatte. Ja, und ich würde jetzt Julia und Hannah bitten, uns da in diese Passagen einzuführen. Julia, j'ai juste rappelé les étapes principales et pour dire où est-ce qu'on est arrivé, c'est-à-dire que notre héroïne depuis a fait sa vie en Amérique latine, qu'elle a construit elle s'est construit une expérience en tant que businesswoman et qu'ensuite elle a rencontré donc Flynn, qu'elle est retournée en Europe, vivre en Irlande avec lui, qu'elle a découvert donc la constellation familiale dans laquelle elle se trouvait et que maintenant elle est rangée par ce secret. Et on va partir peut-être donc de nouveau dans la lecture. Est-ce que vous pouvez nous présenter le passage suivant, s'il vous plaît? Donc oui, le passage que je vais lire, c'est effectivement un passage qui décrit la vie de Liv Maria une fois qu'elle est devenue une mère et une épouse et qu'à beaucoup d'égards, elle s'est rangée, mais elle est la seule à savoir ce secret qu'elle cache et qui est au cœur de sa vie de famille et très embarrassant pour elle. Les années passaient à la vitesse de la lumière. Parfois, marchant dans le soleil entre les arbres, une main gantée de caoutchouc retenant une demi-douzaine de roses ruisselantes de rosée, un sécateur dans son autre main nue. Liv Maria levait les yeux vers la maison et elle avait la sensation très nette de ce que contenait cette maison, de tout ce qui se trouvait dans cette maison et qui lui appartenait pour moitié, le butin immense d'objets qu'elle venait d'amasser en si peu de temps, une poignée d'années, les signes extérieurs de la famille, de la parentalité, de la maturité, peu importe quel nom on lui donnait au fond. Elle voyait le bâtiment adoré comme une grande boîte dont elle devinait chaque occupant, pouvait énoncer chaque accessoire, cuillère en bois, cuillère en inox, couette d'été et d'hiver, vase, tasse, théière, boîte à chaussures remplie d'ampoules neuves et usagées, d'élastiques, de cirage, de décorations de Noël, empilées sur les étagères d'un placard sous l'escalier, chemises en carton contenant les factures, les actes de naissance, le contrat de mariage, les photocopies des papiers d'identité. Les vêtements dans les armoires, les chaussettes dans les tiroirs, les rames de papier dans leur emballage, sur les étagères du petit bureau, les livres dans la bibliothèque. Ja, ich möchte jetzt hier gleich fortfahren. Ja, ich lese jetzt erstmal. Liv Maria versuchte sich daran zurückzuerinnern, wie sie vor kaum 4 Jahren gewesen war. Die absolute Nacktheit, die ihr damals eigen gewesen war, als sie nichts als ihre Goldreifen besaß, ihre Einsamkeit und ihre Besitzlosigkeit, ihren nackten, an Carrars schweißnassen Körper gepressten Leib und daneben die Frau, die sie jetzt war, mit ihrem Nähkorb, ihrem Waffeleisen, ihren Backformen für Sandkuchen und Tart oder Torten, ihrem Sonntagsporzellan, den Alufolien, den Papierservietten, den Duftkerzen, den Kristallgläsern des Familienservice, das Nora ihnen als verspätetes Hochzeitsgeschenk vermacht hatte, mit Schraubenzieher, Hammer und Nägeln der ganzen Schrottsammlung des Erwachsenendaseins. Die Dinge, die sie besaß, schienen ihr doch nützlich zu sein. Wie war es also möglich, dass sie früher nie gebraucht hatte? Das war das Rätsel. Während sie wie berauscht von ihrer eigenen Vision im Garten stand und die unmittelbare Existenz ihres Hauses bis in die Staubmäuse unter den Betten, bis in die Kuchenkrümel in den Tischritzen und das Knarzen der Treppenstufen spürte, sagte sie Gedichte auf, um wieder ihre Mitte und ihr inneres Gleichgewicht zu finden. So wenig sie sich je vorgestellt hatte, wieder eine Familie zu haben, so wenig hatte sie sich früher vorgestellt, jemals ein Haus zu besitzen. Es war kaum zu glauben. Keine 10 Jahre zuvor hatte sie in der staubigen Hacienda in den muskulösen Armen von Ignacio Carrar geweint. Und hier und jetzt war sie Mutter und Ehefrau und Besitzerin dieses riesigen Anwesens. Eltern tot, Geburtsland verlassen, Liebhaber verloren und verlassen, unter Schweigen vergrabene Lügen auf der einen Seite. Auf der anderen Einbauküche, kleine Jungen, die auf dem Teppich vor dem Kamin spielten, und ein schöner Mann, der jeden Tag mit seinen eigenen Schlüsseln zu ihr nach Hause kam. Ja, also diese Stelle erscheint mir sehr, sehr wichtig und ganz zentral für den Konflikt, den die Heldin einfach ihr
quasi die zweite Hälfte ihres Lebens irgendwie erlebt. Nämlich einerseits dieses arrangierte, wunderbare, perfekte Familienleben mit Kindern, Mann und so weiter. Und andererseits diese Einsamkeit, die sie immer spürt, weil sie auch dieses Geheimnis hat und an diesem Geheimnis wirklich leidet. Und die Erinnerung eben auch an das Leben, was sie vorher hatte, an diese große Unabhängigkeit, an die Freiheit, die sie hatte, der Stolz auch, den sie damit verbindet. Dieser Konflikt ist einer, der sie die ganze Zeit über quält und am Ende ja auch dazu führt, dass sie schließlich und endlich das alles aufgibt, zumindest unter anderem. Und das andere, jetzt mache ich vielleicht mal kurze Pause. Oui, merci. Hannah van Laak a souligné l'importance du passage parce que là, on découvre la protagoniste dans une situation complètement différente d'avant, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans une vie très, très rangée, avec beaucoup d'objets. Elle a accumulé comme ça pas mal de choses et un certain statut social, une identité, mais qui est en contraste net avec le secret qui l'arrange et la solitude qui en résulte. Voilà. Habe ich was vergessen, Hannah Verlag? Ja, vielleicht, dass dieser Konflikt sie am Ende, also es ist nicht nur die Solitude, es ist ja auch der Stolz auf das, was sie vorher war, auf ihre große Unabhängigkeit. Das alles hat sie verloren in diesem neuen Familienleben. Sie ist jetzt einfach nur noch Familienmutter, von mir aus noch Buchhändlerin, aber ansonsten ist es vorbei. Ja. Et il y a aussi une perdition parce qu'elle était très fière et indépendante et maintenant elle est surtout mère de famille et encore libraire à côté, mais elle n'est plus la fière femme qu'elle était en Amérique latine. Et ça parle aussi de ça, si on veut, le livre, parce qu'il y a la question du secret dans ce livre, mais c'est aussi beaucoup pour moi un livre sur la question de la clandestinité, sur la façon dont on peut se sentir passager clandestin, notamment quand tout d'un coup on commence à arborer tous les atours de la vie d'adulte. Et donc Liv Maria, c'est ça qui se passe. Elle est devant cette maison qui est sa maison et elle se dit, mais comment est-ce que je peux posséder autant de choses? Comment est-ce que tout d'un coup je peux être quelqu'un qui a des choses comme ça alors qu'il y a si peu de temps je n'avais rien? Et ensuite, quand il y a cette scène, vous savez, quand elle a sa librairie et elle est la mère des petits garçons et elle dîne avec des amis et les amis lui disent « Comment va ta librairie ?» Et elle se dit « Quand j'étais une businesswoman en Amérique du Sud, personne n'aurait jamais osé me parler sur ce ton. Personne ne m'aurait parlé de manière aussi détendue. » Et donc, c'est pas qu'elle regrette, c'est plutôt l'amusement et la surprise que c'est de voir que les gens nous voient d'une certaine façon, qu'ils nous voient sous la forme sous laquelle ils nous ont connus et qu'ils ignorent bien souvent tout ce qu'on a pu faire d'autre avant. Ja, sie spricht ja auch sehr oft davon, dass es Darf ich kurz übersetzen? Pardon, ja. Hannah Verlag, Entschuldigung. Denn ja, das ist ja mein Job. Ja, also was wichtig ist für Julia, das ist diese sozialen Rollen, die man übernimmt. Ja? Also dass man da tatsächlich sich in einer Situation findet, die man so vorher eigentlich nicht absehen konnte und die einen dann überrascht und wo man Dinge auf einmal tut, von denen man nie gedacht hätte, dass man sie tun würde. Ja? Also dass man sich dann in einer ganz neuen Rolle wiederfindet. Sie nennt als Beispiel, dass man sie beim Abendessen, die Heldin beim Abendessen anspricht und sagt, wie läuft es in deinem Buchgeschäft? Und sie sich daran erinnert, wie das in Südamerika war und sie sich sagt, damals da hat sie Hotels renoviert und solche Sachen, ja, und hat wirklich Geld gemacht, ja. Und da hätte man sich nie getraut, ihr diese Frage zu stellen. Ja? Das ist jetzt eine ganz andere Situation und das ist was sie mit Überraschung feststellt, aber auch vielleicht mit einem gewissen Bedauern. Aber Hannah Verlag, Ja, ich wollte noch hinzufügen, also sie spricht ja dann auch davon, dass es eigentlich viele Liv Marias gibt oder gab. Es gab eben auch diese stolze Geschäftsfrau, diese taffe Pferdehändlerin so ungefähr. Alle diese Personen und sie sagt dann auch einmal, Flynn hätte die alle nicht geliebt. Keine von denen hätte er geliebt. Weder die 17-Jährige, die mit seinem Vater diese Affäre hatte, noch die später
in Südamerika Geld gemacht hat und die Geliebte von Carrara war. Alle diese Personen waren andere eigentlich. Und jetzt ist sie eine geworden, mit der sie eigentlich nicht ganz übereinstimmt. Sie zweifelt immer daran, ob sie wirklich diese Familienmutter ist, als die sie am Ende dann diese geworden ist und als die sie dann dasteht. La situation, c'est vraiment cette surprise face à l'évolution qu'elle a prise, qu'elle se retrouve en tant que mère de famille, et qu'elle a eu beaucoup d'identités qui jamais n'aurait plu à son mari actuel, amante de son père, etc. Tous les rôles qu'elle a pu endosser, mais elle se retrouve dans une identité en quelque sorte, ce qui exclut toutes les autres identités qu'elle a pu avoir dans sa vie et qu'elle aurait pu imaginer avoir dans sa vie. Elle se retrouve avec une seule. Et donc, c'est cette réduction qui la travaille. Diese Identitäten drücken sich durch Erdteile aus oder durch Länder. Nochmal zur Geografie, ich hatte das ja anfangs ein bisschen ungeschickt versucht einzuflechten schon. Es liegt mir aber am Herzen, wie kommt es zu diesen ganzen Ländern? Zu Bretagne, zu Berlin, zu Chile, zu Irland. Julia Canino, comment cet éparpillement géographique se fait? Parce que toutes ces identités, en fait, on a l'impression que chaque identité a son lieu. Et vous faites voyager de la Bretagne à Berlin, au Chili, en Irlande. Quelle est l'importance des lieux pour vous? Comment les avez-vous choisis, etc. Bon, moi, je suis la génération Erasmus, donc dans mes livres, il y a toujours beaucoup de déplacements. Moi, j'ai vécu comme ça, en changeant de pays tous les ans, jusqu'à ce que j'ai les enfants, en gros. Donc, je pense, et puis c'est aussi, comme je suis américaniste, quand j'ai commencé à écrire, j'étais pas américaniste à l'époque, mais je lisais que de la littérature américaine, et donc j'avais beaucoup de mal à situer l'action des livres que j'écrivais en France. Pour moi, la France, c'était pas du tout un endroit où je pouvais inventer de la littérature, donc mes livres se passaient toujours à l'étranger. Et puis, j'ai un peu gardé l'habitude, en fait. J'ai écrit un livre qui se passe en Normandie, mais sinon, je fais toujours ça. Et dans le cas de Liv Maria, peut-être aussi d'une façon, c'était les déplacements qui lui permettent d'avoir un aussi gros secret. Si tout se passait dans la même ville, ça ne pourrait pas arriver. Et puis, effectivement, tous les déplacements qu'elle fait, géographiques, correspondent à un déplacement intérieur. Elle est une personne différente à chacun de ces endroits. Alors, je pense que j'avais envie de la faire voyager, mais je pense aussi que ça rend les choses plus claires pour le lecteur. Et par exemple, l'Amérique du Sud, qui est le seul pays que je décris dans ce livre où je ne suis jamais allée, enfin le continent, pardon, l'idée que j'en avais, c'était un endroit chaud, c'était un endroit où il y avait peut-être des régions où il n'y avait que des hommes qui travaillaient, c'était un endroit, enfin, j'en avais toute une mythologie et c'était l'endroit où elle allait devenir cette personne-là, cette personne qui va avoir du succès, mais pas le succès qu'il lui faut. Et donc, elle prend la mauvaise route à cet endroit-là. Also Julia Canino beschreibt sich als Teil der Erasmus-Generation, die selber viel gereist ist, also die viele Orte besucht hat. Sie hat am Ende auch ergänzt, dass sie außer Südamerika alle diese Orte kennt. Und für sie war es lange Zeit, sie hat sich immer sehr intensiv mit englischer Literatur auseinandergesetzt und für sie war es lange Zeit unvorstellbar, einfach nur über Frankreich schreiben zu können. Sie hat nur ein Buch geschrieben, was wirklich ganz platt in der Normandie angesiedelt ist und alle anderen sind exotisch in gewisser Weise. Ja? Allerdings eben der reduzierte Exotismus, den sie mit angesprochen hat. Sie hat, wie gesagt, sie ist selbst viel gereist. Was sie nicht kennt, ist Südamerika. Das hat sie sich als so eine Art besonderen Ort vorgestellt, der sehr heiß ist, wo es hart arbeitende, schwitzende Männer gibt und wo sie Liv Maria eine Frau wird, die sie vielleicht eigentlich auch gar nicht sein wollte, also was so ein bisschen besonderer Ort ist. Ja, Hanna van Laak, ich glaube, Sie hatten aber gerade noch mal vorher direkt zu einem anderen Punkt was einsetzen wollen, bevor ich jetzt noch in die Geografie eingestiegen bin. Ich wollte das nur auch noch einholen, aber... Ja, ich wollte gerne noch was zum
sprachlichen Stil dieses Buchs sagen, der jetzt, glaube ich, an den 2 Auszügen sehr deutlich geworden ist auch, nämlich diese Art dieser Aufzählungen, die mir sehr gefallen haben, weil ich finde, dass sie den Leser in so 'n Sog reinbringen, in so 'n fließenden, Text, der einen irgendwie regelrecht einwickelt, möchte ich mal sagen, ja. Also, das hat mir sehr gut gefallen und das hat mir auch sehr Spaß gemacht, das zu übersetzen, weil es so was Betörendes irgendwie hat und weil diesem Buch so eine Atmosphäre von Nähe gibt, die, aber überhaupt nicht aufdringlich ist. Eine sehr schöne Bemerkung zum Stil des Buches. Hannah van Laak, die bei der Auswahl der Passagen federführend war, das kann ich jetzt dazu sagen. Sie kennt den Text ja vielleicht auch mit am besten, weil man als Übersetzer ja immer ganz besonders intensiv an einem Text nochmal arbeiten muss. Ja. Und sie sagt, typisch seien diese Passagen für das Buch, weil ah so, pardon, jetzt habe ich eine En français. Il faut changer en français. Also Hannah van Laak a souligné que le passage a été exemplaire pour le style du livre, parce qu'en fait, il reprenait un procédé qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire l'énumération, qui permet de bien décrire la situation et qui a une façon enveloppante pour le lecteur qui se sent comme entouré de ces listes et entraîné dans l'atmosphère du livre. C'est quelque chose qu'elle a beaucoup apprécié dans Livre Maria et ça lui a donné une impression très agréable dans la lecture et c'était un grand plaisir à traduire. Merci. Mais Anna disait tout à l'heure que c'était un livre sur l'amour de la langue. Et ben ça, par exemple, faire des listes, pour moi, c'est un truc de l'amour de la langue. C'est un truc qu'on voit dans Joyce, c'est un truc qu'on voit dans le bouquin merveilleux de Lucie Hellman, Les Lionnes, ça n'est qu'une liste quasiment. Et en fait, même des mots très simples, des mots de la vie de tous les jours, le passage avec les différentes choses qui sont dans la maison de Livre Maria, c'est pas de la poésie ce qui est écrit à cet endroit-là, ce sont des choses tout à fait normales, j'utilise les mots normaux pour les désigner. Mais en fait, quand on aime vraiment la langue, quand on aime vraiment les mots, eh ben, on a du plaisir même à lire les mots les plus simples. Moi, je pourrais vraiment lire le dictionnaire. Je suis heureuse quand je vois un mot parce que je le connais, parce que j'aime la forme qu'il a, parce que j'aime tous les mots. Et donc, quand je fais des listes comme ça, évidemment que je m'en sers à des fins romanesques, évidemment que je fais ça pour qu'on comprenne ce que je raconte, pour que ça raconte quelque chose, bien sûr. Mais je le fais aussi parce que je pense que juste des mots, c'est déjà super. Also Julia ist eine Liebhaberin der Liste und sie findet, das ist ganz entscheidend, wenn man eine Sprache liebt. In der Liste drückt diese Liebe zur Sprache sich für sie in einer sehr exemplarischen Weise aus. Sie könnte ganze Wörterbücher verschlingen, so gerne hat sie Aufzählungen. Und natürlich benutzt sie als literarisches Verfahren. Also es soll im Roman etwas durch diese Listen gesagt werden. Also es soll eine Atmosphäre beschrieben werden, eine Figur charakterisiert werden und so weiter. Aber darüber hinaus ist es einfach die Liebe zur Sprache, die dahinter steht, hinter dieser Liste und die sie literarisch antreibt. Ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort für unsere Debatte zwischen Moderator, Übersetzerin, Autorin. Und jetzt möchte ich natürlich auch gerne die Möglichkeit ans Publikum geben, Fragen zu stellen, sich zu Wort zu melden. Bitte, wenn Sie Fragen stellen wollen, können Sie das direkt tun. Es gibt ja auch diese Aufzeigefunktion. Wenn nicht, können Sie sich auch einfach freischalten, wenn gerade niemand spricht, ist das ja nicht weiter wild. Denken Sie nur daran, wenn Sie gesprochen haben, das Mikrofon dann auch bitte wieder auszuschalten, damit es keine Interferenzen gibt. Ich mache das ja auch und die anderen auch, das wäre wichtig. Also gibt es jemand, der Julia Carninon gerne eine Frage stellen würde? On passe à la partie question du public. Donc, il y a moyen de vous interroger directement ou par le chat. Je crois qu'il y a... il y a une question. J'ai remarqué plusieurs ajouts, Suppression entre l'original et la traduction. Pourquoi ces choix? Also ich habe Hinzufügungen und Auslassungen in der Übersetzung festgestellt. Warum diese Wahl? Das wäre dann jetzt eine Frage an Hannah van Laak. Ja, ich weiß jetzt nicht, worauf sich das bezieht. Da müsste ich jetzt irgendwie mehr Ajout. Attendez.
Können wir das noch mal sehen? Ich sehe es jetzt irgendwie hier nicht. Die Seitenangaben. Das ist die Vorschau auf dem Tisch, Seite 17, 18 beziehungsweise Page 24. Jetzt warten Sie. Tja, also ich weiß auch nicht. Sieb- Nochmal die Frage, könnten Sie, Frau Chancet, könnten Sie das noch ein bisschen präzisieren, welche Stelle Sie genau meinen? Also so ganz auf die Schnelle finde ich das nämlich auch nicht. Il s'agit d'un changement dans la traduction, mais on cherche le passage. On ne sait pas de quel passage il s'agit exactement. Les chercheurs sur le bateau, les Jetzt explorateurs. glaube ich. Ça vous dit quelque chose, Anna? Oui, je crois que je commence à comprendre. Ich glaube, es handelt sich um einen Satz, der, est-ce que j'ai oui, der genau, der im Manuskript auf Französisch noch enthalten war und in der Endfassung, das habe ich auch danach erst festgestellt, nicht mehr enthalten war. Vous voyez? Moi, j'ai pas compris, du coup, forcément. Entschuldigung, excusez-moi. En fait, il s'agit d'une phrase qui aurait été dans le manuscrit, mais qui n'était Ouais. pas dans la version définitive. Dans Et le livre lui-même, puisque d'abord j'ai travaillé publié. sur le manuscrit. Oui. Et ça, j'ai remarqué ça aussi, mais je ne savais pas que c'était là, cette phrase-là dont tes questions. D'accord. Oui, voilà, Okay, c'est ça. okay, très bien. Ariane, je vois votre main et je vous donne la parole alors. Merci. Moi, j'ai une question très classique, mais c'était la question qui porte sur les titres français, donc Liv Maria, et le titre allemand Du wirst es mir niemals sagen. Comment le titre français a été choisi et comment le titre allemand a été choisi? Quel est le rôle de l'autrice et de la traductrice dans ces choix? Merci. Moi, je vais commencer par répondre pour le titre français. Moi, je suis très mauvaise en titre. Donc, en général, j'arrive avec un manuscrit qui soit n'a pas de titre, soit un mauvais titre. Et il faut en trouver un rapidement parce qu'on n'arrive pas à le faire. Donc, il y a eu différents débats autour du titre. Et effectivement, c'est un débat qui implique beaucoup l'éditeur. Moi, j'ai tendance à penser que d'une certaine façon, tout ce qui est autour du livre appartient à l'éditeur et tout ce qui est à l'intérieur appartient à l'auteur. Donc la couverture et le titre, en réalité, c'est plus du ressort de l'éditeur, même si on aurait parfois du mal à le croire. Et donc finalement, on s'est accordé sur Liv Maria parce que c'était un titre éponyme et un peu générique et qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur des choix plus audacieux. Also ich übersetze kurz. Ariane hatte gefragt, wie die Titel gewählt wurden, der deutsche und der französische Titel. Und jetzt hat Julia Kerninon für den französischen Teil beantwortet, dass sie generell es so sieht, dass der Autor sich um den Inhalt des Buches kümmert, dass das seine Domäne ist, dass alles, was sozusagen das Außen drumherum ist, also Umschlaggestaltung, Titel und so weiter, eher die Domäne des Verlegers ist. Es gab da eine Diskussion um den Titel. Tatsächlich waren wohl auch mal gewagtere Versionen im Spiel, aber man hat sich dann auf Liv Maria als den Namen der Heldin geeinigt, ganz einfach, weil da ein Konsens bestand, ja, der anscheinend mit gewagteren Versionen nicht zu erzielen war. So ist es im Französischen gewesen. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie es im Deutschen war, Hanna Verlag. Ja, im Deutschen die Titelwahl ist grundsätzlich Sache des Verlags und innerhalb des Verlags ist es eigentlich eher Sache der Marketingabteilung, sage ich mal ein bisschen. Also jedenfalls, ich habe da wenig mitzureden, muss aber auch sagen, ich bin ebenso wie Julia
in Titeln wirklich auch nicht gut. Also ich hätte tatsächlich am ehesten einfach den französischen Titel behalten. Mir hätte das am besten gefallen. Aber ansonsten ist es generell weniger meine Aufgabe. Man ist immer froh, wenn man Vorschläge erhält, also seitens des Verlags, aber ich bin da nicht die Beste. Ja, also, donc je traduis cette fois-ci en français. Anna Fanak a juste dit qu'en fait, elle est aussi pas excellente dans la tâche de donner un titre. Et en fait, de toutes les façons, c'est la maison d'édition qui a tranché, comme d'habitude, hein, en quelque sorte. Bon, c'est un procédé qu'on connaît aussi du journalisme. Hein. Je sais pas s'il y a des personnes dans le public qui ont fait l'expérience d'écrire des articles. Moi, j'ai presque jamais donné les titres. Hein. Ça a été le journal qui les a choisis. Also ich kann nur sozusagen mein eigenes Schärflein beitragen und sagen, dass im Journalismus das ganz ähnlich ist, dass man den Titel sich nicht aussucht, sondern dass die Redaktion den gibt. Das ist anscheinend bei Romanen, gibt es da auch einen starken Einfluss, zumindest bei der Übersetzung. Ich muss dazu sagen, dass ich den französischen Titel etwas schöner finde. Es wird weniger auf also der deutsche klingt ja so ein bisschen melodramatisch. Ich finde das eigentlich die Nüchternheit des französischen Titels schöner. Julia, je préfère à vrai dire la version française parce que la version allemande est un peu mélodramatique alors que le titre français qui a été choisi finalement il est très factuel et très bref et c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on vous a expliqué le titre allemand ou pas? Micro. Ah, marche. Non, on m'a pas consulté pour ça, mais c'est jamais le cas. Il me semble qu'on m'a jamais consulté pour le titre d'aucun de mes livres. C'est arrivé une fois qu'un éditeur étranger me consulte pour la couverture, mais encore une fois, je suis pas sûre qu'ils avaient pris en compte mon avis finalement. Mais oui, c'est plus mélodramatique, mais vous savez, moi j'aime bien les trucs mélodramatiques, hein, ça me dérange pas. Ja, also ich finde auch, dass der deutsche Titel ein bisschen ins Melodramatische geht, fast schon Richtung Kitschroman. Es ist gefährlich an der Grenze, also deswegen wäre mir Liv Maria lieber gewesen. Aber ich kann damit auch leben. Frau Beck, ich sehe, Sie heben Ihre Hand, ja, gerne. Ja, genau. Bonjour. J'aurais une question à Julia Carninan. Vu que vous faites de la traduction ici, est-ce qu'il y a un aspect de la traduction que vous préférez à l'acte d'écrire un roman vous-même? Also die Frage war, ob die Übersetzerin Carninan etwas in ihrer Arbeit etwas vorzieht gegenüber der Arbeit als literarische Autorin. Ja? Also ob es da Aspekte dieser Arbeit gibt, die sie lieber hat. Oder Frau Beck, das ist doch in etwa das, was Sie sagen wollten, ne? Hoffe ich. Ja, genau. Moi, ce que j'aime bien quand je fais de la traduction, c'est tout ce qui est différent du fait d'écrire de la fiction. En fait, je passe mon temps à passer d'une activité à l'autre, si on veut, et faire de la traduction, ce que j'aime, c'est que je peux me tenir à mon bureau et taper sur mon clavier, ce qui est la chose que je préfère sur Terre, mais je ne suis pas obligée d'imaginer. Parce qu'évidemment qu'on écrit des romans parce qu'on aime imaginer, mais en même temps, imaginer, c'est aussi beaucoup d'efforts. On se sent très vidé après. Alors que quand je fais de la traduction, il y a quelque chose de plus... je ne sais pas comment dire ça. Ça active pas du tout la même zone de mon cerveau. Et donc, il y a des moments où c'est très compliqué, c'est très laborieux par moment de traduire. Et il y a d'autres moments où c'est très reposant. Ça dépend à quel endroit j'en suis dans mon travail. Mais de manière générale, j'exerce toujours plusieurs activités qui sont toutes littéraires. Et je passe de l'une à l'autre en choisissant toujours celle qui m'énerve le moins. Donc, en fait, je ne cesse de faire des trucs qui sont tous bien, mais j'ai toujours l'impression d'échapper à quelque chose de pire. Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas comment dire autrement. Je fais comme ça aussi. Also ich versuche es ein bisschen zu resümieren. Julia Carninan hat gesagt, dass sie die Erleichterung, die Freude im Übersetzen daran findet, dass sie vom literarischen Schreiben dazu wechseln kann. Genauso wie sie allgemein immer gerne zwischen verschiedenen Tätigkeiten wechselt, weil sie immer das Gefühl hat, dass die neue Tätigkeit eine leichtere, eine angenehmere, eine schönere ist.
Und so wechselt sie dann reihum und ist am Ende dann wieder beim Schreiben angekommen. Also das wäre die Antwort auf diese Frage. Und ich habe im Chat dann noch die Frage gesehen, dass, wie sie es macht, über Länder zu schreiben, die sie nicht kennt. Und wie funktioniert das im Gegensatz zu bekannten Kontexten? Julia, il y a la question. Comment, vous avez lu peut-être dans le chat, comment vous faites, vous travaillez sur les scènes de pays que vous ne connaissez pas, quelle différence principale avec un contexte plus familier? Oui, j'étais en train de répondre à ça. Ah, pardon. Non, mais d'y répondre dans le chat, donc c'est bien de le faire comme ça. J'essaye de mettre toujours davantage de pays que je connais que de pays que je connais pas. Là, en l'occurrence, il y a un endroit où je suis pas allée. Et donc, j'y connais vraiment rien, en fait, à l'Amérique du Sud. Donc, comment je fais? De façon très rationnelle, je regarde des cartes, je regarde des photos, je fais énormément de recherches, en fait, sur les trucs que je sais pas. Par exemple, tout le passage dans le livre sur le rapport de Flynn avec les arbres. Pour écrire ça, mais j'ai lu les rapports annuels forestiers irlandais, j'ai lu les histoires de la forêt, j'ai été spécialiste du bois pendant quelques semaines, et après j'ai tout oublié. Donc je fais beaucoup de recherches, et je fais un monceau de recherches, et après j'en utilise un tout petit morceau, mais les écrivains font comme ça en général. Donc qu'est-ce qui est différent avec un contexte plus familier? Voilà, typiquement ça, il faut faire des recherches, alors que les endroits que je connais, bon, je fais un peu moins de recherches, mais quand même, par exemple, Berlin, j'ai beaucoup habité à Berlin, mais je connais évidemment pas le Berlin d'avant la chute du mur. Donc, et je suis pas bonne en histoire. Donc, j'ai dû regarder la carte et me redire, c'était quoi l'histoire déjà? Qu'est-ce qui se passait? C'est comme ça, il faut bosser, quoi. Also der Unterschied ist einfach die Dokumentationsarbeit, die Julia erwähnt hat jetzt. Sie muss sich da sehr viel besser dokumentieren bei Orten, die sie nicht kennt. Sie tut das auch bei Orten, die sie kennt. Zum Beispiel Berlin hat sie selbst schon bewohnt, aber da hat sie sich dann nochmal informiert, ganz einfach, weil sie das Berlin vor 89 nicht kannte, also vom Fall der Mauer. Ja, das ist der Hauptunterschied, dass sie sich extrem intensiv einarbeiten muss in die Geografie von Orten, die sie so selbst nicht kennt. Ja. Ariane. Oui, je voudrais rappeler au public comment fonctionne le fait de lever la main. Il faut cliquer dans les réactions en bas à droite de l'écran et cliquer sur lever la main ou Hand senken, Fragen zu stellen. Je voulais donner la parole à quelqu'un dans le public, à Christiane Vogel. Christiane, tu peux mettre la... Ah, il y a Sigrid aussi qui s'est levé la main. Christiane, si tu veux mettre ta caméra et ton micro, tu peux poser ta question. Voilà. Bonsoir. J'ai essayé de lever la main, mais j'ai que Klatschen ou Daumen hoch. Alors, voilà. Bonsoir, merci pour cet entretien, enfin cette discussion très intéressante, et merci pour votre livre, Julia, et Hannah pour la traduction. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors ma question, vous écrivez donc vers la fin du livre, c'est Liv Maria qui parle, et elle se demande mais que faire de toutes les autres, donc les autres identités, comment se tenir là dans cette vie, donc cette vie en tant que mère de famille, avec le souvenir de toutes ces autres vies contradictoires. Donc, ma question, c'est, bon, puisqu'on sait qu'elle va partir, est-ce que c'est une fuite? Elle va forcément se créer une nouvelle identité? Est-ce qu'il y aura un moment où elle pourra savoir que c'est la bonne route, ou est-ce qu'elle est condamnée à continuer à fuir, puis, on peut appeler ça une fuite, mais on peut appeler ça une certaine liberté, je ne sais pas, vous définirez, enfin vous nous le direz. Donc, est-ce qu'elle est libre, et qu'est-ce qu'elle va faire de cette liberté, puisque apparemment elle ne pourra pas conjuguer, enfin elle ne pourra pas conjuguer toutes ces identités, ou est-ce que c'est simplement l'identité de mère de famille avec ce secret qui n'est pas vivable? Bonsoir, merci pour votre question. Pour moi, c'est des choses différentes. C'est-à-dire que la difficulté ou l'étonnement auquel fait face Liv Maria dans le fait de voir ces différentes identités coïncider,
c'est pas ça qui va la faire partir. C'est pas pour ça qu'elle part. En fait, ça lui pose pas, à mon avis, enfin, tel que je la raconte, ça lui pose pas des problèmes d'être mère de famille. Il y a aucun endroit dans le livre où elle a l'air de souffrir de ça. Ça a l'air d'être OK. C'est juste le secret au milieu de tout ça qui grandit et qui devient problématique. Et donc, pour moi, quand elle part à la fin, mais après, c'était aussi tout l'intérêt de faire un livre qui s'arrêtait un peu abruptement comme ça pour que chacun doive décider pour soi-même où il pensait qu'elle était partie, pour combien de temps et pourquoi. Mais moi, je pense qu'elle part à la fin parce qu'elle sent qu'elle s'approche de plus en plus d'un moment où elle va être découverte. Et le problème d'être découverte, c'est que c'est pas tellement grave pour elle, parce qu'elle le sait déjà ce qu'elle a fait, mais c'est grave pour tous les autres. C'est grave pour cette famille qu'elle a construite, c'est grave pour Flynn. Pour tous ces gens-là, c'est pas du tout une bonne nouvelle s'ils apprennent ce qui s'est passé. Donc elle part dans l'espoir qu'en partant, son secret disparaisse avec elle. Donc c'est peut-être une fuite, mais c'est une fuite de bienveillance. Elle fait ça pour éviter de remuer le passé dans cette famille. Also die Frage betraf das Ende des Romans. Ja? Also am Ende flieht die Heldin, sie lässt ihr ganzes bisheriges Leben zurück. Und die Frage war, wie das Ende zu verstehen ist. Also ob das eine Flucht ist, ob das eine Befreiung ist, in welcher Weise man das begreifen muss und was man sich vorzustellen hat, was die Heldin dann macht. Ne? Also in welcher Weise sie sich eine neue Existenz aufbaut und so weiter. Und die Antwort von Julia Carninon war, dass die Fortsetzung dem Leser überlassen ist gewissermaßen. Er kann sich das selber vorstellen. Für sie ist es, also in ihrer Sicht, handelt es sich letzten Endes um einen wohlwollenden Akt gegenüber ihrer Familie, weil sie davon ausgeht, dass das Geheimnis entdeckt worden wäre in irgendeiner Weise und dass das letzten Endes eine Art und dass das für die anderen schlimm gewesen wäre. Sie selbst weiß ja, worum es geht und dass das jetzt eine Art und Weise ist, ihre Familie zu schützen. Also so versteht sie diese Handlung. Ja, genau. Ich denke, das war grosso modo. Ich sehe noch ein. Wollen Sie noch mal nachhaken oder? Ja, gerne. Julia, vous parlez de bienveillance et de elle s'en va parce qu'elle pense que ça va être une catastrophe pour sa famille. Mais est-ce qu'elle a pensé que c'est aussi une catastrophe pour sa famille si elle s'en va? C'est l'endroit où je ne sais pas quoi dire dans ce genre de conversation. Parce que moi, j'écris le livre, il a un début et une fin. Et en fait, je peux difficilement évoquer la psychologie de mon personnage en dehors de ce que j'ai déjà écrit. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de faire le portrait d'une mère transgressive. Une mère transgressive, par définition, c'est une mère qui a toujours une vie, ou c'est une mère qui s'en va, ou c'est une mère qui prend des décisions qui effectivement semblent contraires à sa famille, mais qui ont un sens pour elle. Vous voyez bien qu'elle ne part pas à la fin par paresse. Elle ne part pas à la fin parce qu'elle veut recommencer sa vie. Elle ne part pas pour aller s'amuser. Moi, je pense que là où je pense qu'elle retourne sur son île et qu'elle fait profil bas et que sans doute ça parle aussi de comment est-ce qu'elle a échoué à devenir un adulte, comment est-ce que quelque chose comme ça. Je ne dis pas que c'est un acte de générosité qu'elle fait en partant. Je dis que c'est pas un mouvement c'est un mouvement de panique, mais c'est pas un mouvement de fuite, c'est pas un mouvement, c'est moins égoïste qu'il pourrait y paraître. Moi, je pense ça. Mais parler du bien et du mal de manière générale, c'est pas mon sujet préféré. Moi, je le questionne, mais je sais jamais de quel côté se trouve la vérité. Et dans ce livre en particulier, l'idée, c'est qu'on se dispute sur pourquoi est-ce qu'elle l'a fait. C'est ça l'idée. Vielleicht fange ich mit der Konklusion an. Also die Frage ging nochmal in die Richtung, wie diese letzte Handlung zu interpretieren ist. Und Julia hat abschließend gesagt, ihr geht es um Gute und Böse, wenn dann in der Art und Weise, dass man sich darüber unterhält. Sie will keine moralische Lektion erteilen. Was jetzt das Ende angeht, ganz konkret, geht sie eben davon aus, dass ihre Heldin vermutlich auf ihre Insel zurückgeht und ihr Leben mehr oder weniger ihr Lebensprojekt als gescheitert ansehen muss. Dass diese wohlwollende Handlung wirklich nur so eine Art kleine Schutzhandlung ist.
die Frage ging in die Richtung, ob das nicht auch eine Art und Weise ist, die Familie zu verletzen, zu zerstören. Das ist nur also das Ziel war das jedenfalls nicht und sie sieht das eher als eine positive Handlung in dem Sinne. Jetzt sehe ich, Frau Brinkmann meldet sich zu Wort. Ja. Ich hoffe, ja, jetzt müssen wir es hören. Das war ein bisschen schwierig hier Jetzt hört man Sie, unten. ja. Genau, man hört mich. Bonsoir à tous d'abord. J'ai une petite question. Vous avez dit, Julia Carninan, que vous avez connu dès le début l'histoire qui tourne autour d'un grand secret et que ce savoir avait tout changé pour vous en tant qu'écrivaine. Est-ce que cette expérience littéraire était tout autre? Et est-ce que vous avez, après avoir écrit Livre Maria, compris que vous avez peut-être préféré continuer à écrire sans savoir vers quel but l'écriture même va vous mener? Moi, j'aime bien quand l'écriture de chacun de mes romans est une expérience différente. Donc, je varie le format de mes romans, le temps que j'utilise, la découpe des chapitres. Enfin, je pense que je construis quelque chose de cohérent, mais j'aime bien que ce soit différent. Donc, c'était hyper intéressant pour Livre Maria d'avoir pour la première fois un scénario aussi clair, plutôt que de devoir donc l'inventer à la fin, comme je fais des fois. Mais là, par exemple, je travaille sur un nouveau roman en ce moment et je suis plutôt en train d'essayer de me rappeler combien le roman est un domaine libre. En fait, un roman, ça peut être tout et rien. Ça peut revêtir n'importe quelle forme. Un roman, ça peut faire 60 pages et puis ça peut en faire 600. Ça peut être en vers, ça peut avoir des chapitres qui font 20 pages. Un roman, ça désigne une multitude de choix différents. Et donc, en ce moment, j'écris en me laissant vraiment les coups des franches. J'essaye de me dire que tout est possible. Je pensais que le sujet de mon livre, c'était quelque chose. Et puis, me voilà en train d'écrire des pages sur toute autre chose. Et au lieu de me dire, ah, c'est autre chose, ça va dans un autre livre, je me dis non, peut-être que ça peut être dans le livre aussi. Peut-être que ce livre est plus grand et plus vaste que ce que j'ai eu tendance à considérer jusqu'ici comme la forme normale d'un livre. Also Julia hat betont, also die Frage war, wie die Erfahrung war, dieses Buch zu schreiben, bei dem ja der Plot sozusagen schon feststand. Ja? Also Julia Carninan hatte das ja einleitend gesagt, dass sie sonst normalerweise den erst mit dem Schreiben entdeckt und diesmal wusste sie im Vorhinein, welche Geschichte sie wollte. Julia hat jetzt gesagt, dass sie tatsächlich aber also gerade ein neues Buch schreibt und dass sie da wieder die Freiheit des Romans entdeckt, dass sie allgemein stark wechselt, Tonfall, Volumen und so weiter. Das Format, das ändert sich stark und im Moment entdeckt sie wieder, welche Freiheit der Roman bietet, dass es alles Mögliche sein kann, 60 Seiten oder 600 und dass man eigentlich in einem Roman machen kann, was man will, also die große Freiheit der Form. Ne? Und für sie war das eine Erfahrung und sie macht jetzt auch gern wieder andere. Das ist also nichts Exklusives. Ich nehme jetzt auch nochmal die Frage von Frau Beck, die sich nochmal meldet. Ja. Ja, danke. J'aimerais savoir d'où vient cette volonté de représenter le féminin que l'on trouve également dans vos autres livres. Donc, évidemment, vous êtes une femme, mais peut-être qu'il y a quelque chose de particulier derrière ça. Merci pour la question. En fait, j'ai fini par comprendre il n'y a pas longtemps, je ne savais pas trop pourquoi je faisais ça. En fait, quand j'étais petite fille, je ne trouvais pas d'histoire de filles. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais je me rappelle zapper les dessins animés en attendant qu'une fille apparaisse à l'écran. Je me rappelle chercher des filles dans les livres aussi et me sentir très gênée de faire ça parce que quand on est enfant, la représentation de la fille, ça peut être la princesse. Enfin, c'est pas un truc très digne. Et du coup, j'aurais jamais osé dire à ce moment-là, je veux des livres avec des filles dedans. Parce que j'avais intégré aussi le fait que les filles, c'est pas génial. Et donc, j'avais l'impression, je me disais, je dois manquer d'une forme d'intelligence puisque je cherche juste qu'on me raconte des histoires de filles. Et bon, évidemment, en grandissant, et puis en faisant de la littérature, et puis avec tous les débats passionnants qui ont lieu ces dernières années, en fait, je me rends compte que, bah non, c'est juste, je voulais légitimement
avoir accès à des œuvres d'art dans lesquelles mon peuple serait représenté, parce que j'avais envie de savoir des choses sur ce que font les femmes. Enfin, et je me suis rendu compte de ça. Et vous voyez bien, la littérature, elle a été faite principalement par des hommes, et la littérature est très pauvre d'histoires d'accouchement, d'histoires de gérer des petits-enfants, d'histoires passionnantes de cuisine. Et là, je prends à dessein des exemples de choses féminines qu'on pourrait juger clichés et qui devraient être changées. Mais par exemple, ça, moi, c'est ça ma vie aussi. Je veux dire, je suis une mère de famille, je fais la cuisine, je fais les petites courses, je décore ma maison car mon mari, ça ne l'intéresse pas. Et des fois, j'aimerais bien que les livres parlent de ça. La vie des femmes, elle est très intéressante et elle n'a pas encore été racontée. Alors, j'écris des livres sur les femmes parce que ça m'intéresse. J'écris parce que je pense que mon expérience, que l'expérience des femmes que je connais, que l'expérience générique du féminin, elle est intéressante et elle a droit de citer. Et voilà. Also das war Merci. ja, vielen Dank. Das war die Frage nach dem, also es war die Genderfrage sozusagen, also die Frage, wie das Schreiben als Frau über Frauenthemen hier zu verstehen ist. Julia Carninon hat von ihren eigenen Leseerfahrungen berichtet als kleines Kind und sie hat sich immer gewundert, dass es so wenige interessante Frauencharaktere gab. Und dass die es gab, waren meistens nicht so interessant, die Prinzessinnen und so weiter. Und sie hat dann erst nach und nach gemerkt, als sie älter geworden ist, auch mit den zeitgenössischen gesellschaftlichen Debatten, dass es einfach an der Unterrepräsentation liegt. Und sie tritt jetzt sehr vehement dafür ein, dass auch Frauen Themen, die man normalerweise schon fast klischeehaft mit dem Frauensein verbinden könnte, wie Kinderkriegen, Haus dekorieren und so weiter, dass das alles auch Einzug in die Literatur halten sollte, weil es wie andere Themen auch absolut erzählenswert ist und weil es als Teil des menschlichen Lebens da reingehört. Ja, das ist vielleicht auch, denke ich, ein schönes Schlusswort. Das war ein Plädoyer auch. Ich denke, es geht jetzt auf 8:30 Uhr zu. Es war ein sehr schöner Abend, eine sehr intensive Diskussion. C'était un très vif débat. Merci beaucoup pour cette belle discussion, pour cette belle lecture, Julia. Vielen Dank, Hannah van Laak. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr spannend, das jetzt nochmal so kennenzulernen. C'était vraiment très intéressant de connaître le roman de cette perspektive-là. Vous m'en avez appris davantage. Ich danke dem Publikum für die sehr, sehr lebhafte Teilnahme. Eine halbe Stunde Fragen, das war wirklich was. Und ich wünsche allen einen guten Abend. Nochmal herzlichen Dank an die Veranstalter. Und ich hoffe natürlich, dass es noch zu einem spannenden Finale kommen wird mit der Lesung im März dann. Die Einzelheiten können Sie dem Programm des Institut Français entnehmen. Ich verabschiede mich. Bonsoir à tout le monde. Au revoir et bonne soirée encore. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Anna. Merci à vous trois. Et Ouais, merci. c'était À vraiment vous, très à tous. intéressant. Merci au public. Merci à Sigrid, Christiane également, Catherine pour leurs questions, Merci. leur participation. Et peut-être juste pour vous indiquer, la prochaine rencontre aura lieu le 17 mars, la 3e rencontre. Die letzte Diskussion wird am 17. März stattfinden. Oui,